Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Au sommaire de ce journal du 14 novembre 2023, d'autres militaires burundais capturés au Nord Kivu, exposés au public par le M23, le mouvement rebelle congolais accuse le gouvernement burundais de s'associer au groupe qui tue la population congolaise. Vous allez suivre les détails tout à l'heure. Et la situation est toujours critique chez les plus de 200 rapatriés burundais qui n'ont pas obtenu de paquet retour. Certains d'entre eux sont affectés par des maladies à Ouganda. Nous nous rendrons dans cette province de Chibitoke au cours de cette édition. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Les Burundais réfugiés au Rwanda qui souffrent de cette maladie n'ont pas accès aux soins de santé et aux médicaments. Dans un instant, le développement des titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais en titre, d'autres militaires burundais qui ont été capturés sur le champ de bataille à l'est de la République démocratique du Congo par le mouvement M23 ont été exposés au public ce lundi. Parmi ces prisonniers de guerre, le M23 a montré cette fois 4 militaires burundais. Le point avec Onésime de Chimagize. Aujourd'hui, exclusivement, nous allons vous montrer des prisonniers de guerre. Lorsque nous disons que nous nous battons avec une coalition, le gouvernement burundais nie. Parce qu'il y a eu l'accord bilatéral entre le gouvernement burundais et le gouvernement congolais. Ils ont nié qu'ils n'ont jamais eu de combattants. Nous avons démontré l'échantillon. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'échantillon. La série continue. C'est le major Wiringoma, porte-parole du mouvement M23. Un mouvement qui combat la coalition composée par les armées burundaises et congolaises et leurs alliés, dont les FDR d'origine rwandaise. C'était ce lundi 13 novembre 2023, lors de la présentation publique des militaires et combattants de divers groupes armés que ce mouvement a capturés sur le champ de bataille. Le major Wiringoma commence d'abord par révéler les unités d'où proviennent ces prisonniers de guerre. Cette coalition est au grand complet. Le FRDC, le FNDP, dont la Force nationale de défense du Burundi. Ah bon? Vous allez les voir. Et il y a aussi le FDLR. Oui. Il y a les Nyatura et les Wazalendo. Donc, vous allez voir la coalition au grand complet. Pour nous, les M23, nous connaissons, nous sommes omnibulés par le respect des droits humanitaires internationaux. Oui. On ne pouvait pas les présenter. Mais en titre pédagogique, nous les faisons. On fait que le monde sache réellement qu'est-ce qui se passe et quel est le vrai problème. Lors de l'exposition de ces combattants et militaires qui ont été capturés, le M23 a jugé bon de commencer par les éléments en provenance de l'armée burundaise pour prouver la complicité du gouvernement burundais dans cette guerre qui ne cesse de décimer des populations innocentes. Ces militaires donnent ici leur identité. Présentez-vous. Nitwa première classe Nzisabira Ferdinand. Première classe Nzisabira Ferdinand. Matricule à Nihe. Matricule ni 32 DS. Votre unité d'origine? Unité Niyamaja Satunamirangi Nari. 321e. Votre compagnie? Compagnie Yamber. Première compagnie. Quand est-ce que tu es entré dans l'armée? Njigisirikare 2018. Wachinjiriye hehe? Cinjiriye Imwaro. À Mwaro. Wavukiye hehe? Qui est né où? Navukiye Imwaro. Mu kihe gihugu? Dans quel pays? Igihugu cy'u Burundi. Au Burundi. Merci beaucoup. Présentez-vous Mzee. Nitwa Capitaine Chef Niyongabo Thierry. Caporal chef Niyongabo Thierry. Matricule yawe ni iyihe? 26 202. Unité yawe ni iyihe? Votre unité d'origine? 222. Compagnie yawe ni iyihe? Votre compagnie? Yamber. Première compagnie. Winjiye igisirikare ryari? 1999. Vous êtes dans l'armée depuis 1999. Wachinjiriye hehe? Où? Ibururi. Bururi. Mu kihe gihugu? Dans quel pays? Burundi. Au Burundi. Wavukiye he? Tu es né où? Muramvya. À Murambia. Wavuze ryari? Quand? 1970. Je suis né en 1970. Un autre militaire burundais qui est dans les médias M23, c'est première classe du commandant Amelance, originaire de la province de Mwaro. Les militaires burundais qui ont pris l'avion en destination de la ville de Goma en RDC ont mis la tenue de l'armée congolaise à l'aéroport international de Bujumbura, tandis que ceux qui ont pris la route ont changé de tenue à leur arrivée dans la ville de Bukavu. Ils avaient été informés par les autorités de l'armée burundaise qu'ils allaient combattre les Rwandais, témoignent certains d'entre eux. Lorsqu'on vous a donné des armes,
Qu'est-ce qu'on vous a dit, votre mission? Émission yo kujya Kilorigwe kurwanya abanyarwanda. On nous a donné la mission d'aller à Kilolirwe pour se battre contre les Rwandais. None mugabo Kilorigwe bababwiye ko ari mu Rwanda. Est-ce que on vous a dit que Kilorigwe c'est au Rwanda? Niho batubwiye ko arimo aho baba batuye. C'est ça que nous a dit, c'est là où il y a des Rwandais. Lorsque vous êtes arrivé à Kilorigwe, est-ce que vous avez retrouvé des Rwandais? Nous avons retrouvé rien que des Congolais. Ce militaire prisonnier de guerre demande au gouvernement burundais de dialoguer avec le M23 afin qu'il soit relâché. Mis à part ces prisonniers de guerre, les militaires burundais qui ont été tués dans cette guerre qui fait rage à l'est de la RDC sont nombreux, bien que le gouvernement burundais essaie toujours de cacher les faits. Selon les informations en possession de la RPA, l'animation des victimes serait organisée séparément, pour éviter que les familles des disparus ne se connaissent afin de revendiquer ensemble des indemnisations. Dans nos éditions ultérieures, nous parlerons des causes de la défaite des militaires burundais dans cette guerre ainsi que la désertion de certains d'entre eux envoyés au front, dont des officiers. C'est un dossier que nous traitons depuis hier. L'arrestation du chef de service informatique de la mutuelle de la fonction publique serait liée au retard de finalisation du projet d'informatisation. La mutuelle elle-même constitue un obstacle à ce projet qui devrait durer 2 ans à partir de 2019. La direction de la mutuelle de la fonction publique chercherait des boucs émissaires. Inès Gakiza. Le marché d'informatisation de la mutuelle de la fonction publique a été accordé en 2017 pour un budget de 1 113 890 $. C'est le groupement E-Tech Soft Center qui a gagné le marché. Les installations ont débuté en 2019 et devraient durer 2 ans, nous ont informé des sources de la mutuelle. 4 ans après le début des installations, tous les modules ne sont pas encore fonctionnels d'après les mêmes sources. 2 réceptions provisoires ont été déjà faites. La première réception a été faite en janvier 2020 et la seconde en novembre 2021. 4 directeurs généraux ont travaillé sur le projet. Le marché a été lancé sous la direction de Madame Consili Nibigira en 2015. Les installations ont débuté sous la direction de Monsieur Abel Gachati, se sont poursuivies sous celle de Madame Anosiat Sendazilassa et continuent sous l'actuelle du docteur Nyandu Ramadan. Selon nos sources internes, le fournisseur tout comme la mutuelle ont tous des responsabilités dans le retard de l'accomplissement du projet. Certains modules ne sont pas encore fournis, mais aussi certains des modules fournis ne sont pas jusqu'ici exploités par la mutuelle, nous ont fait savoir des sources internes. Nos sources donnent l'exemple du module de recouvrement. Les données nécessaires pour le lancer proviennent de la mutuelle, donc le blocage au fonctionnement du module incombe à la mutuelle. 4 ans après le début des installations, les dirigeants de la mutuelle veulent faire passer que le projet a été bâclé. L'équipe qui a fait la seconde réception provisoire a reçu des lettres d'explication du pourquoi ils ont réceptionné des modules qui ne fonctionnent pas. Floris Nzeye, chef du service informatique et automatiquement chef du projet d'informatisation, lui est en détention depuis 11 jours. Et l'équipe de réception et Floris Nzeye, chef du service informatique, ne sont pas tous de cet avis de leur employeur. Dossier à suivre. Ils vivent actuellement dans des conditions difficiles. Plus de 200 rapatriés en provenance de la République démocratique du Congo font face à des maladies et vivent de la mendicité pour survivre dans la commune Buganda de la province Cibitoke. Depuis quelques mois, le ministère de l'Intérieur leur a refusé leur paquet retour. Les détails avec Eric Nyonzima. Entre la première et la deuxième avenue d'Ogasenyi en commune Buganda, sous des manguiers, c'est là où se rassemblent les rapatriés en provenance de la RDC qui ne savent plus à quel sens se vouer, indiquent certains habitants de Buganda. Ces rapatriés vivent ce calvaire parce qu'ils n'ont pas reçu leur paquet retour. Ils sont identifiés à Buganda, surtout les enfants, par leur quotidien qui consiste en mendier dira toute la journée, témoigne cet habitat de Buganda. Ils mènent une vie difficile, vu qu'ils n'ont pas d'habitation. Pour obtenir de quoi manger, ils envoient leurs enfants mendier dans la rue. Vous comprenez donc qu'ils font face à un manque criant de nourriture. La nuit tombée, ces rapatriés de la commune d'Ouganda cherchent difficilement où s'abriter. Ils attendent que la circulation baisse dans le quartier pour quitter sous les manguiers où plusieurs rapatriés passent la journée. Certains optent, durant la nuit, à aller s'abriter devant des salles de classe et d'autres devant des maisons des habitants de la localité.
Des répercussions sur la vie de ces rapatriés ne manquent pas compte tenu de cette situation. Nos sources à Ouganda nous ont révélé que des maladies ne cessent de se manifester chez ces rapatriés. À part ces maladies, nos sources signalent qu'il y aura même eu des disparitions de certains enfants suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la province de Chibitoke vers la fin du mois d'octobre. Il y en a parmi les enfants et les adultes qui tombent souvent malades du paludisme. Suite à la malnutrition, les enfants ont des ventres gonflés. Je signalerai aussi que suite aux fortes pluies mélangées au vent violent du 26 octobre dernier, il a été constaté la disparition de 7 enfants que les parents continuent de chercher. Vous saurez que le ministère de l'Intérieur avait annoncé avoir saisi le paquet retour de ces rapatriés, expliqua qu'il a constaté que certains Burundais, notamment ceux de la plaine de Limbo, se déplaçaient en grand nombre en RDC et demandaient d'être enregistrés comme réfugiés pour revenir quelques mois après et ainsi bénéficier d'une assistance. Cette dernière est constituée d'une somme de $200 américains par rapatrié ainsi que des vivres à consommer durant 3 mois et quelques matériels de base. La RPA a tenté de joindre en V le ministre de l'Intérieur, Mateni Teresi, et l'administrateur communal d'Ouganda, Pafila Kizimana, pour recueillir les réactions sur l'actuelle situation de ces rapatriés estimés à plus de 200. Restons dans cette commune de Buganda où la stabilisation permanente est devenue une source de revenus. L'administration laisserait les éleveurs sortir leur bétail moyennant 5 000 francs par vache et par mois. Et fort du soutien de l'administration, ces éleveurs laissent leur bétail brouter dans les champs d'autrui. Le point avec Elvis Nyomongere. Avec 5 000 seulement, la loi de stabilisation permanente est mise en cause en commune Buganda de la province Chibitoke. Un éleveur qui veut sortir de l'étable de son troupeau pour aller le nourrir dans une prairie n'a qu'à verser 5 000 francs par vache et par mois pour que l'administrateur communal lui donne son privilège. Ainsi, en zone Gasenyi, dans le secteur de Gasenyi centre, Ruhagarika et Gahuru, les vaches passent la journée dans la nature pour brouter. La commune Buganda en zone Gasenyi, dans le secteur de Gasenyi centre, le secteur de Ruhagarika et Gahuru, la stabilisation permanente n'est pas observée. Les vaches passent la journée à vaguer. Vous comprenez que l'administrateur a violé la loi promulguée par le président de la République. Ce qui sort de ces vaches des étables sont des gens bien connus par la commune. Ce n'est pas n'importe qui. Ces gens versent à la commune 5 000 francs par vache et par mois pour qu'on les laisse faire. Ces vaches causent des dégâts dans les champs d'autrui. Plusieurs familles d'agriculteurs se plaignent. Les agriculteurs se plaignent. Ces vaches ne laissent rien dans les champs sur leur passage, surtout du côté de la rivière Rusizi, sur la colline Rutandaro. Vous comprenez que ça fait peur, ça fait honte, c'est désolant. Les bétails sont en train d'endommager les champs de la population alors que la loi a été mise en place. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Pamphile Kizimana, administrateur de Buganda, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. La loi pour la stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi est la loi numéro 1/21 du 4 octobre 2018. La loi numéro 1/21 du 4 octobre 2018 pour la stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi était censée entrer en vigueur au début du mois d'octobre 2021. Dans un instant, nous parlons santé. Ce 14 novembre, le monde célèbre la journée mondiale du diabète. Les réfugiés burundais souffrant de cette maladie en exil au Rwanda font savoir qu'ils ont des difficultés d'accéder aux soins. Autre problème évoqué par ces réfugiés diabétiques est qu'ils ont depuis longtemps voulu fonder une association pour qu'ils puissent s'entraider, mais cette association n'a pas encore vu le jour. Jean-Pierre Niungeko est l'un de ces Burundais diabétiques exilés au Rwanda. Les personnes diabétiques, les réfugiés diabétiques, je vais dire, se retrouvent confrontés à beaucoup de problèmes, surtout des problèmes financiers. Le diabète étant une maladie chronique, la personne qui en souffre doit suivre un traitement médical tout le long de sa vie. Et nul n'ignore que le
les médicaments coûtent cher. La personne diabétique ensuite doit avoir une alimentation spéciale basée sur un régime alimentaire, des fois aussi très cher par rapport à ses moyens. Les réfugiés donc diabétiques, en plus de la situation en général des réfugiés qui n'est pas toujours garantie, eux, ils ont ces problèmes supplémentaires. C'est donc un problème pour mener une telle vie étant réfugié. Ici où nous sommes, nous avons commencé à nous organiser en association, une association qui n'est pas encore agréée. C'est un handicap dans la mesure où partout où nous demandons quelque chose comme aide, on demande toujours cet agrément. L'agrément est en cours. Je pense que dans les jours à venir, on pourrait y arriver. Nous vous en parlions également depuis hier. Le directeur provincial de l'éducation à Bururi est accusé d'user de la dictature envers ses administrés et de nommer certains responsables dans des postes sans respecter la loi. Les exemples cités sont ceux de la nomination des préfets des études du lycée communal de Raro et de Karimbi. Le point avec Emmanuel Niungeko. Certains enseignants et directeurs d'école de la direction provinciale de l'éducation de Bururi accusent Antoine Sabiyumva, responsable de l'éducation dans la dite province, de les maltraiter et de les intimider à tel point que personne n'ose poser la question lors de la tenue d'une réunion. Notre source parmi les enseignants de Bururi qualifie ce genre de comportement de dictatorial. C'est un DP qui use de la dictature. Il peut convoquer une réunion qui se tient de 9h jusqu'à 15h ou 16h. Il y a un problème lié au déplacement. Mais s'il y a un directeur qui arrive en retard, s'il n'est pas chassé, il oblige de se lever dans la salle et lui profère des propos d'intimidation. Il monopolise la parole et aucun directeur ne peut lever le doigt pour poser une question. Antoine Sabiyumva, directeur de l'éducation en province de Bururi, outrepasse la loi dans la nomination des responsables dans certains postes. Ici, notre source donne l'exemple de la nomination des préfets des études sur 2 lycées communaux. Nous avons par exemple des écoles sous convention et en principe, ce sont les représentants qui proposent les directeurs et les préfets des études. Pourtant, il a procédé à la nomination des préfets des études en violation de la loi. Il a nommé un préfet ici de l'église catholique alors que l'école est sous convention pentecôtiste. C'est le cas du lycée communal de Raro où il a destitué un préfet protestant pour le remplacer avec un catholique. Il en est de même au lycée communal de Karimbi où il y a un préfet ici de l'église anglicane alors que c'est une école sous convention pentecôtiste. Il devrait donc se conformer à la loi. En agissant de la sorte, Antoine Sabiyumva serait tenu par le ministre de tutelle suite aux relations qui existent entre ses enseignants et directeurs d'école, demande au directeur provincial de l'éducation de Bururi de changer de comportement. Ce désordre qui le caractérise serait dû à sa position car militant du parti au pouvoir. Nous avons même eu des informations comme quoi le ministre de l'Éducation serait son parrain de mariage. Nous pensons d'ailleurs que ce serait pour cette raison que d'autres DPI ont été remplacés, mais lui, il a été reconduit 2 fois. Et il se vante de ça au cours de ces réunions avec le directeur. Nous demandons que cette autorité se ressaisisse pour l'intérêt du travail. La rédaction de la RPA a contacté Antoine Sabiyumva, responsable de l'éducation en province de Bururi, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de la corruption dont il est accusé, notamment lorsqu'il s'agit de la permutation entre enseignants. Exiger aux élèves de se présenter à l'école très tôt le matin à 6h30 constitue une violation des droits des enfants. C'est la réaction de Lali Nivizi, l'une des activistes dans le secteur de l'éducation au Burundi. C'est après que le directeur provincial de l'éducation a recommandé que tous les élèves et écoliers se présentent en classe à partir de 6h30 du matin. Et Lali Nivizi craint d'abord pour la sécurité de ses enfants. Elle demande que la mesure soit suspendue et que tous les concernés s'y penchent pour une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Je vous propose d'écouter Eulalie Nivizi. Elle suit de près le système éducatif du Burundi. La décision du directeur provincial de l'enseignement en province de Bururi d'exiger à tout élève à partir de la première année primaire jusqu'en dernière année du secondaire de l'école post-fondamentale de se présenter à l'école à partir de 6h30 du matin
C'est une décision unilatérale, mais aussi une décision qui va à l'encontre des droits de l'enfant. Le milieu burundais, et spécialement en province de Bururi, c'est un milieu où la plupart d'élèves étudient à une longue distance et se déplacer pour arriver à l'école à 6h30 exige des mécanismes de sécurité dont ne disposent pas les parents, comme accompagner les enfants. Mais aussi, il y a la question de l'alimentation des enfants. Quand ils quittent la maison autour de 5h, 5h30, les enfants ne peuvent pas avoir à manger parce que le repas matinal est très important pour que l'enfant garde ses énergies dans la matinée en classe. Il se pose alors un problème de prise en charge à côté du problème de sécurité. Et cette mesure, au cas où la direction provinciale constate qu'il y a un problème de rendement, qu'il y a un problème de suivi, ce serait bon qu'ils s'assoient ensemble avec le comité de gestion de l'école, où il y a des représentants des parents, des représentants des enseignants et des représentants des élèves, qu'ils analysent chaque problème et la solution adaptée à chaque problème, et qu'il puisse y avoir une solution consensuelle, au lieu de condamner les enfants et les parents à un réveil trop matinal qui va au-delà des possibilités des parents. La conséquence de cette mesure, vous la verrez, il y a la menace de sécurité, il y a l'incapacité des enfants de tenir, il y a aussi d'autres conflits qui sont liés à cette situation et que malheureusement l'administration scolaire et l'administration territoriale n'est pas en mesure de gérer. Je voudrais recommander au directeur provincial de l'enseignement de se calmer et d'analyser de manière sage et apaisée les problèmes qui s'opposent au niveau de la scolarisation dans sa province, au niveau du rendement, et de trouver une solution consensuelle. Dans un instant, nous parlons société. RPA. Il y a un groupe de jeunes adolescents qui sèment la terreur par des actes de vol et de violence contre les habitants de la zone Musaga, commune Muha. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Ils commettent ces actes de violence au crépuscule selon les habitants de cette zone qui demandent aux autorités administratives et policières de trouver des solutions à la question. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Ce groupe de jeunes adolescents qui est devenu expert pour voler les habitants de la zone Musaga est composé en grande partie par des enfants âgés de 15 à 20 ans et ces derniers vivent également dans plusieurs quartiers de la zone Musaga, comme l'indique notre source. C'est vers 18h que ces enfants commencent à voler les passants. Ils visent surtout l'argent et les téléphones portables. Ces enfants proviennent de la zone Musaga à la première et deuxième avenue ainsi qu'au quartier du Koto. La plupart de ces jeunes se tiennent souvent aux arrêts bis des avenues de Musaga dans les avant-midi. Mais vers 18h, ils peuvent arracher les téléphones portables des passants et ils sautent directement à la rivière de Mimba par une route qui y mène. Et là, personne ne peut les poursuivre. C'est durant les heures tardives de la nuit, continue notre source, que ces enfants font des actes plus violents à cause des drogues qu'ils consomment. Ils jettent des pierres aux passants pour pouvoir voler leurs biens. Durant les heures très avancées de la nuit, ils forment un groupe de 8 à 10 personnes. Ils peuvent attraper en passant, lui jeter des pierres, le tabasser et lui dépouiller tout ce qu'il possède, son téléphone et son argent. Souvent, ils se rencontrent au buisson dans certains Robert, communément appelé Kumachetani, situé sur le pont. Ils volent aussi à la 3e avenue, surtout les gens qui proviennent des bistrots. Ils vont aussi voler les gens qui empruntent la route menant au bar Kwavyisi, habituellement appelé avenue Buragane. Cette vol est qualifiée. Certains d'entre eux consomment la drogue Busta. Étant donné que ces actes de violence sont commis par ce groupe de jeunes bien connus, les habitants interpellent les autorités administratives de la zone Musaga ainsi que les autorités policières de protéger la population en démantelant ce groupe devenu très dangereux dans cette localité.
C'est depuis un certain temps que cette bande de voleurs existe. Ils circulent toute la nuit comme des policiers. Nous demandons que les forces de sécurité neutralisent ce groupe bien connu à Musaga. Ce sont des enfants qui ne peuvent pas échapper à la police. Nous demandons qu'ils assurent la sécurité des habitants qui sont souvent victimes des actes de violence de ces enfants, puisqu'ils veulent tout ce qu'ils ramènent pour leur famille. À ce propos, la rédaction de la RPA, nous avons essayé de joindre au téléphone le chef de zone Musaga, Magnus Nyotindi, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Clôturons ce journal par cette mauvaise nouvelle relative au décès survenu hier de notre confrère Egide Ndaisenga, qui était directeur de la radio Bonesha FM. La radio publique africaine transmet ses sincères condoléances à la famille éprouvée et à la famille des journalistes. Voilà, c'est la fin de ce journal du 14 novembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.